Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. « 14 mai 2015, 14 mai 2024, 9 ans jour pour jour que les radios privées ont été incendiées par le pouvoir de Gitega, un acte ignoble qui a toujours été dans le plan du pouvoir CNDD-FDD. Condamnation à perpétuité pour les responsables de la mort du jeune Sabimana de la commune Kabarore en province Kayanza. Les habitants de cette localité s'en réjouissent, mais craignent néanmoins que ces criminels ne soient relaxés après un laps de temps. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous reviendrons également sur la mesure d'interdire les motos, vélos et tricycles de circuler en plein centre-ville, sous prétexte de limiter les accidents de la route. Nous vous parlerons aussi des inquiétudes de la population de la colline Tenga, zone Rubirizi, qui craignent d'attraper à tout moment le choléra faute d'eau potable. C'est après la mort d'un enfant en bas âge de la localité qui présentait les symptômes d'une personne atteinte de choléra. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, je vous le disais en titre, la fermeture des médias indépendants burundais a toujours été le vœu ultime du pouvoir issu du CNDD-FDD. Seulement, ce parti attendait le moment opportun pour passer à l'action. Propos de Bob Rugulika, journaliste et directeur de la RPA, un des médias qui ont été incendiés au Burundi. Il intervient en ce jour où la famille des journalistes se souvient du jour où certains médias indépendants burundais furent fermés et d'autres incendiés, tout en ajoutant que le coup d'État manqué du 13 mai 2015 n'était qu'un prétexte longtemps attendu par ce pouvoir pour se débarrasser de ces médias suivis. Au fur et à mesure, le CNDD-FDD est devenu le contraste le plus absolu de la démocratie, des droits et libertés. Or, partout au monde, la liberté d'expression et de la presse constitue le socle même de la démocratie et du développement. Vous comprenez qu'avec ces deux situations, la cohabitation entre le pouvoir CNDD-FDD et une presse libre et indépendante n'était plus possible. C'est cela qui explique l'acte du 14 mai 2015. La destruction et la fermeture définitive des médias indépendants. C'est vrai que le régime avait depuis longtemps le plan de fermeture des médias, mais là, ils attendaient le moment propice pour le faire. Et malheureusement, durant ces événements de coup d'État manqués, où les médias étaient pratiquement pris entre les deux feux, ils en ont profité. Bon, je ne voudrais pas m'exprimer sur ce que devrait être l'attitude de la justice burundaise, parce qu'il n'existe plus de justice au Burundi. Quelques juges existent, oui, mais pas la justice. Bon, mais néanmoins, nous sommes très convaincus que nous aurons justice et réparation le moment venu, et que les auteurs aussi de cette criminalité devront en payer. En page droits de l'homme, les libertés de réunion pacifique, d'association et de mouvement sont parmi les libertés qui ont été restreintes par le gouvernement burundais en 2023, selon les États-Unis d'Amérique. Ces derniers le précisent dans leur rapport sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Émile Nivasombe. Le gouvernement burundais n'a toujours pas respecté la liberté de réunion pacifique, un droit pourtant prévu par la Constitution selon les États-Unis d'Amérique. La loi exigeait que les partis politiques et les grands groupes informent le gouvernement au moins 4 jours avant une réunion publique. Mais selon certaines informations, les partis d'opposition, principalement le CNL, ont été empêchés d'organiser des activités, notamment des célébrations d'anniversaire, des réunions et d'autres rassemblements publics, selon les États-Unis d'Amérique. Dans leur rapport, les États-Unis d'Amérique évoquent également la liberté d'association que le gouvernement a sévèrement restreinte. Selon eux, ils citent une loi qui exigeait que les ONG internationales déposent une partie de leur budget national à la Banque de la République du Burundi et qu'elles élaborent et mettent en œuvre des plans visant à atteindre l'équilibre ethnique et de genre dans le recrutement du personnel local. La loi contenait plusieurs clauses donnant au gouvernement
également un contrôle considérable sur le recrutement et la programmation des ONG. Selon les États-Unis d'Amérique, certaines ONG internationales ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l'intention de certains ministères était d'exercer un contrôle sur les décisions d'embauche ou d'influencer de manière inappropriée leurs opérations. La loi exigeait que les ONG s'enregistrent auprès du ministère de l'Intérieur ou auprès des gouverneurs provinciaux si elles opéraient dans une seule province, un processus complexe qui comprenait l'approbation des activités d'une organisation par le ministère de l'Intérieur et d'autres ministères en fonction du statut de l'ONG, selon les États-Unis d'Amérique. Dans une note datée du 30 janvier, le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, a donné de nouvelles orientations aux gouverneurs, leur ordonnant d'obliger les partenaires, principalement des missions diplomatiques étrangères et des ONG, à soumettre leurs plans au ministère concernés pour approbation avant qu'une formation puisse être dispensée. La nouvelle politique, selon les États-Unis, exigeait également que les partenaires étrangers obtiennent l'autorisation des gouverneurs avant de se rendre dans leurs provinces respectives. Cette exigence, selon les États-Unis d'Amérique, contredisait la politique du ministère des Affaires étrangères qui stipulait que les missions étrangères devaient uniquement informer le ministère avant de voyager. La liberté de circulation et le droit de quitter le pays ont été également restreints en 2023. Les États-Unis d'Amérique indiquent que l'établissement des cahiers de ménage qui répertoriaient les résidents et les travailleurs domestiques dans les quartiers de la ville de Bujumbura ont perturbé les mouvements de la population. Dans de nombreux cas, la police a arrêté des personnes lors des perquisitions de quartiers parce qu'elles n'étaient pas inscrites dans ces cahiers de ménage. Les autorités locales ont largement établi des points de contrôle sur les routes à travers le pays, officiellement pour collecter les taxes de transit sur les conducteurs et les passagers. Mais ces points de contrôle étaient souvent tenus par des policiers ou des Imbonerakure. Il y a eu de nombreuses allégations selon lesquelles les policiers et les Imbonerakure ont arrêté des individus pour des raisons politiques, par exemple pour avoir omis de prouver leur contribution financière aux activités du parti au pouvoir. En réponse aux préoccupations liées à la traite des personnes, le gouvernement burundais a également fait preuve d'une prudence accrue avant d'accorder des documents de voyage à des groupes perçus comme des cibles probables de la traite, notamment des jeunes femmes et des enfants non accompagnés. Ces restrictions auraient toutefois pu conduire à une augmentation des déplacements irréguliers, créant une vulnérabilité accrue au trafic, selon les États-Unis d'Amérique. Émile Nibasumba, droit de l'homme toujours, l'emprisonnement à perpétuité, une amende de 5 millions de francs burundais chacun et 15 millions qui seront versés dans les caisses de l'État, tel est le jugement rendu à l'endroit de 3 Imbonerakure qui ont assassiné un jeune homme nommé Philippe Nsabimana de la colline Giamukona, commune Kabalore en province Kayanza. Dans un procès de flagrance au tribunal de Kayanza ce lundi, 3 Imbonerakure, à savoir Kinyinyi Lazare et leur chef Victor Nyonguru, ont été condamnés pour avoir tué volontairement une personne. La famille de la victime et les habitants de Kabalore saluent la condamnation de ces 3 Imbonerakure, mais ils demandent que ces derniers ne soient pas libérés comme ça a été le cas en 2018 lorsque ces mêmes Imbonerakure ont été libérés par Magouille dans la prison centrale de Ngozi. Écoutez un des habitants de la colline Yamukona qui s'est entretenu avec la RPA. Et nous, en tant que famille de Philippe Nsabimana et habitants de Giamukona, nous saluons la décision qui a été prise par le tribunal de Kayanza en condamnant par flagrance les criminels dirigés par Victor Nyonguru qui nous ont endeuillés. Nous saluons la peine à perpétuité qui a été décidée par les juges, car c'est la même peine dont on s'attendait. Nous saluons également le courage des membres de cette cour qui ont été impartiaux. Nous saluons aussi qu'on s'inquiète de cette bande qui nous a endeuillés, car son chef Vincent Dagijimana, même s'il n'a pas été condamné devant le tribunal de Kayanza, il a l'habitude de verser des pots de vin chez les juges. Il a annoncé en plein air que le criminel Victor Nyonguru ne sera pas incarcéré pendant qu'il a encore de l'argent. Nous demandons donc au gouvernement de suivre de
enregistrer ce dossier pour que cet homme d'affaires ne verse pas encore une fois de l'argent au juge afin de libérer les assassins. De Kayanza Cap sur Bujumbura, où les 7 employés du restaurant Eden Garden situé à Kajaga, en commune Mutimbuzi, dans la province Bujumbura, détenus depuis plus d'une semaine, ont été tous libérés ce lundi. Selon les informations recueillies auprès de leurs familles, tous étaient détenus dans les cachots du service national des renseignements, où ils ont été interrogés sur des cas de vol qui auraient été commis dans ce restaurant. Une courte pause et nous parlons gouvernance. L'interdiction de circulation dans la capitale économique Bujumbura pour les tricycles, motos et vélos ne diffère en rien à la persécution faite à l'endroit de la population. En effet, plus de 2 ans après son imposition, aucune amélioration n'a été constatée et même la promesse de réviser cette mesure n'a jamais été tenue. Et comme toujours, ceux qui en paient les pots cassés sont les citoyens lambda. Emmanuel Neongeko. Je le répète, dans toute cette zone que je viens de citer, je ne veux voir ni moto, ni bajaj, ni vélo. Ce discours a été tenu au mois de février 2022 par le ministre Gervais de la Kobucha. Il donnait des directives à suivre, arguant que ces mesures avaient été prises pour diminuer autant que possible les accidents de la route et le Premier ministre de donner un ultimatum à ses propriétaires concernés. Le 11, ce sera un jeudi. Donc, je ne veux voir aucun de ces engins à 2 ou 3 roues dans le centre-ville. Et cela sans exception aucune. C'est pour le bien et la sécurité des citadins. Et ce n'est pas du tout une décision politique, mais elle est plutôt technique. Et ce n'est pas moi qui ai pris cette mesure. Je ne suis qu'un émissaire. La personne qui a envoyé le Premier ministre n'est autre que le président Ndayishimiye. Ce dernier, pour justifier cette mesure controversée, a fait savoir qu'il l'a fait à la demande des femmes rendues veuves par les accidents de la route. On a beaucoup discuté sur cette problématique. On s'est dit qu'on n'allait pas continuer à assister alors que des gens meurent en grand nombre comme si on était en période de guerre. Et comme on a constaté que la plupart de ces accidents se produisent dans la capitale, Bujumbura, on a essayé de trouver une solution pour couper court avec ça. Cela parce que je reçois énormément de plaintes de la part des veuves et orphelins. Alors dites-moi comment je pouvais mettre autrement fin à cette leurre. Même si le numéro 1 burundais avance son pion, le constat est que cela n'a été qu'un prétexte compte tenu de la situation sur terrain. Tenez, comme mentionné dans le rapport du magazine Le Journal.Africa, au Burundi, les accidents routiers sont passés de 3775 en 2020 à 4723 en 2021. Et ce qui est aberrant, c'est que ces accidents se sont beaucoup multipliés en l'an 2022, année dans laquelle les motos, les vélos et les tricycles, communément appelés tuk-tuk, ont été interdits de circulation en plein centre-ville. En effet, comme l'ont déclaré différentes organisations œuvrant dans le secteur de la sécurité routière, comme la Croix-Rouge et le BK, qui est le Bureau d'études, expertise et conseil automobile, le nombre des accidents routiers répertoriés en 2022 est de 6059, des accidents qui ont entraîné la mort de 484 personnes, faisant 2252 blessés. Dans une interview accordée au journal Iwachu, Pacifique Nsabimbona, directeur général du BK, le grand défi observé est qu'il n'y a pas d'auto-école pour la catégorie B des voitures légères au Burundi, dont des bus. Et ce cadre de souligner aussi que la vétusté des véhicules, le mauvais entretien ainsi que le mauvais état des routes sont entre autres causes de ces accidents de la route. Et dans tout ça, c'est le citoyen lambda qui continue à subir les conséquences de ces décisions. Ce conducteur de moto-taxi nous parle des calvaires dont ils font face au quotidien depuis la prise de cette mesure. Nos bailleurs sont furieux et nous reprochent de ne plus payer les loyers à temps, alors qu'avant on n'avait aucun problème. On essaie de leur expliquer que pour le moment, il nous est très difficile de réunir tout l'argent, vu que notre espace de travail a été restreint. Ceux qui avaient des familles ont dû envoyer épouses et enfants à l'intérieur du pays, et même là, ils ont du mal à survivre, car ce n'est pas évident de s'occuper de leur famille, se trouvant sur leur colline natale et garder un peu d'argent pour se restaurer à Bujumbura. Même le son de cloche pour les citadins qui se déplaçaient sur ces motos, vélos ou tricycles. Ces derniers n'en peuvent plus de la cherté des moyens de déplacement.
C'est difficile de se déplacer aujourd'hui. Le trajet pour lequel on payait 1000 francs à moto revient aujourd'hui à 5000 francs vu qu'on est obligé de prendre des taxis-voitures à cause de la pénurie du carburant qui perdure. On est vraiment dépassé. On demande au gouvernement de revenir sur cette décision et d'autoriser ces motos à circuler partout, comme c'est le cas des autres engins, surtout qu'avec cette crise du carburant, le secteur de transport est paralysé. Il est évident que la mesure d'interdire les motos, les tricycles et vélos en plein centre-ville pour diminuer les accidents de la route n'a été qu'un prétexte qui viendra alors au secours de cette population qui ne vit que de ce transport. Malheureusement, on peut dire sans se tromper que leurs cris sont tombés dans l'oreille d'un sourd compte tenu de la seule solution envisagée par le président Ndayishimiye. Selon le numéro 1 burundais, ces motos, taxis, vélos et tuk-tuk pourront souffler une fois que le pays aura construit des autoroutes échangées, ce qui semble être un rêve irréalisable, surtout que les fonds sont censés provenir de la production d'un peuple qui n'arrive même plus à joindre les deux bouts du mois. Il n'y a aucune méchanceté dans cette mesure. Mais si vous pouviez booster la production, on pourra avoir le budget nécessaire pour construire des autoroutes échangeurs. Comme ça, tout le monde pourra se mouvoir en toute liberté. Ici, la question à se poser est de savoir si finalement cette mesure a été prise parce que les routes sont étroites ou encore si ces autoroutes échangeurs seront dotées d'un mécanisme pouvant éviter les accidents routiers. Merci à toi Emmanuel Niyongeko. Et puis les habitants de la colline Tenga, zone Louis en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura s'inquiètent de la pénurie persistante d'eau potable. Ils suspectent que l'épidémie de choléra est actuellement dans leurs murs, d'autant plus qu'il y a dans cette localité un enfant qui serait mort du choléra. Plus de détails avec Dani-Claire Ilatkoumv. Ce manque d'eau potable sur la colline Tenga de la zone Louis s'observe depuis plusieurs années. Notre source indique que les conduits d'eau ont été installés, mais ils ont attendu en vain que l'eau coule. Ils puissent de l'eau à boire à une distance estimée à plus d'1 kilomètre, précise notre source. Moi j'habite à Tenga depuis 4 ans. Ils disent qu'ils vont nous donner de l'eau. Il y a de cela 3 ans, mais nous n'avons pas d'eau. Nous puisons dans des vallées. Les tuyaux ont déjà été installés, mais nous avons attendu en vain que l'eau coule. C'est un endroit qui ressemble au quartier tel que Tibitoke, Mutakura, mais nous n'avons même pas un robinet public. C'est vraiment honteux. Pour avoir de l'eau à boire, nous payons les gens qui ont des vélos pour qu'ils aillent puiser dans les palmeraies appartenant à l'usine savonnière. Suite à ce manque d'eau potable, les habitants de la colline Tenga font savoir qu'ils sont menacés par des maladies des mensales. Ce lundi, les autorités à la base ont organisé une réunion pour signifier aux citoyens qu'ils doivent faire attention parce qu'il y a eu un cas de décès d'une personne qui présentait les signes du choléra. Le choléra est dans nos murs ici à Tenga, mais nous n'avons même pas d'eau. J'ai entendu dire qu'il y a un enfant qui est décédé suite à cette maladie. C'est terrible. Il n'y a pas d'eau, même au robinet public. Avec l'arrivée de cette saison sèche, nous allons puiser dans les vallées. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Simeon Butoyi, l'administrateur de la commune Mutimbuzi, pour lui demander ce qu'ils sont en train de faire pour que ces citoyens de la colline Tenga aient de l'eau potable. Mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à toi Dani-Claire Ilatkoum. Les autorités de l'Office pour le développement du café ODK en sigle viennent d'être substituées. Une substitution qui intervient après 10 jours seulement d'une réunion tenue à Ngozi par le chef de l'État en rapport avec la filière café au Burundi. Et à ce moment, les responsables de l'ODK avaient été mis en garde. Le point avec Eric Nyonzima. Comme le stipule le décret présidentiel de son lundi 13 mai 2024, elles sont en nombre de 5 les autorités de l'Office pour le développement du café du Burundi, nouvellement nommé le directeur général de l'ODK et Jean Dodier, Linda Avila, Nestor Nizigiye, directeur technique, le directeur administratif et financier et Amédée Doyez, le directeur du patrimoine de la filière café et Marie-Christela Lekengurukiye, tandis que le directeur agronomique à ODK est désormais Marcien Nitonga. Ces nominations interviennent après qu'en date du 3 mai courant en Ngozi, le président Evariste Ndayishimiye ait organisé une réunion avec les acteurs de la filière café.
Au cours de cette rencontre, les responsables de l'ODK avaient été prévenus sur le détournement et la malversation économique. Le président des Chimiers avançait le déficit de plus de 40 millions de dollars chaque année dans les caisses de l'État. Que personne ne se trompe sur les prestations des responsables de l'ODK. Ils sont les premiers paresseux, hypocrites et intempérants. Mais je crois que la situation change bientôt. C'est fini avec le laisser-aller. Vous avez assez mangé et vous êtes comblés. Que la situation soit alors redressée. Est-ce que vous n'en êtes satisfait avec plus de 40 millions de dollars détournés par an? Mais ça ne fait rien. Un homme averti en vaut deux. Que même vos prochains remplaçants en soient au courant. Est-ce que les autorités de l'ODK oseraient me montrer les dents, contrairement au sourire de cheval? Mais elles pleurnichent souvent en me disant « Excellence, Monsieur le Président de la République, je n'en suis pas un ». L'Office pour le développement du café ODK est un établissement public à caractère industriel et commercial mis en place par le décret présidentiel du 7 janvier 2020. Eric Nyonzima, parlons à présent société avant de clore ce journal où l'espoir d'avoir à nouveau les véhicules de transport en commun qu'avaient les habitants de la mairie de Bujumbura n'a duré que le temps de la rosée. Ceci du fait que les bus ayant eu la chance d'avoir le carburant hier n'ont eu qu'une quantité à utiliser pour une seule matinée. Le point avec Elvis Nyomongere. La solution sur le problème de transport en mairie de Bujumbura est loin d'être trouvée. Alors que depuis ce lundi, les habitants de la ville avaient beaucoup espéré que ce problème de déplacement allait trouver une solution suite à la présence des camions sternes transportant le carburant vers Bujumbura. Cet espoir n'a duré qu'à l'absitota. À part que les véhicules faisant le transport en commun, comme les quasters et autres, ne devraient pas dépasser une quantité comprise entre 20 et 20 litres. Seul le carburant de type mazout était seulement servi sur presque toutes les stations-service, ce qui a fait que les chaînes de véhicules sur les stations-service s'est observé jusqu'à présent, comme témoigne cet habitat. Hier, ils ont servi du carburant de type mazout. Nulle part, on a donné de l'essence. Partout où on servait de l'essence, les stations-service étaient fermées. Jusqu'à présent, de longues files de véhicules à la recherche de carburant s'observaient dans les différentes stations-service. Chaque file de véhicules compte environ 200 véhicules. On ne sert que du mazout et pas d'essence. Là aussi, seuls les véhicules du type quaster, ceux qui transportent les marchandises, et les véhicules du gouvernement ont le droit d'être servis. Parmi ces véhicules, aucun n'a eu de l'essence. Habituellement, les mêmes véhicules faisant le transport en commun ne travaillent que quelques heures seulement sur tout le matin dans le but d'économiser le peu de carburant qu'ils trouvent, ce qui ne fait que compliquer le transport à mairie de Bujumbura, regrette cet habitat de la mairie. Ils avaient dit qu'aujourd'hui ou demain, on servirait de l'essence. La plupart des véhicules n'ont été servis que le soir et ont reçu une quantité insuffisante. C'est pourquoi vers le soir, il n'y a pas beaucoup de véhicules sur la route. Ces véhicules quittent alors la circulation. Les informations en provenance de ce qui fait le transport en commun indiquent que même les propriétaires de ces véhicules ne facilitent pas la tâche pour les conducteurs. C'est le cas de ce qui oblige les conducteurs des quartiers dans lesquels ils doivent travailler alors qu'ils n'ont pas de carburant suffisant, ce qui pousse les conducteurs à tout abandonner sur le coup. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Elvis Nyomongere que prend fin le journal en français de ce mardi 14 mai 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Moudaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.